Maintenant que le cadre est posé, venons-en aux personnages et à notre groupe de héros. Car j'aurais beau scander les mérites des thématiques ou de la réalisation de la série jusqu'à l'apocalypse de Saint Jean, seule l'émotion permet l'accroche, et cette émotion passe par les personnages, chacun étant disposé à déployer de l'humour à gogo les rendant agréables. L'humour des personnages définit aussi le ton général de la série, plus que l'histoire ou les thèmes, car si on a des personnages dénués de cœur, d'humour ou de quelconque légèreté, on obtient... Je précise par avance que je ne parlerai pas spécifiquement de Aang, c'est un sujet que je traiterai en temps voulu dans la dernière partie de cette analyse, mais je parlerai de lui au travers des autres personnages. Chacun d'entre eux est caractérisé par son élément, sa culture, et par son propre schéma familial plus ou moins dysfonctionnel. Dans notre groupe, aux côtés du jeune maître de l'air, nous avons le tandem Sokka et Katara de la tribu du Sud. Commençons par l'aîné. Sokka est le dernier jeune homme dans la tribu du Sud. Parce qu'il se sent responsable de la sécurité de sa tribu, il a développé un complexe de supériorité et une vision phallocrate du monde, qui sera rapidement mise à mal par sa rencontre avec les guerrières Kyoshi. Son complexe de supériorité trouve racine dans un sentiment d'infériorité dû à son âge et à son statut de personne normale, évoluant dans un monde de maître d'éléments. Heureusement, il est doté d'un sens de l'humour, le rendant des plus attachants, et d'un intellect faisant de lui le stratège du groupe. Ce portrait en demi-teinte fait de Sokka un personnage sur lequel le spectateur peut se projeter. Un individu dépourvu de pouvoir, drôle et pragmatique, qui malgré ses idées sexistes ou son tempérament râleur, demeure attachant et indispensable. De plus, à travers Sokka, je peux aborder assez rapidement un autre aspect de la série que les fans adorent, les romances. Comme la plupart des personnages normaux dans un groupe de personnages extraordinaires, les scénaristes ont tendance à compenser le manque d'agencement du personnage en le mêlant à des romances en tout genre. Ainsi, Sokka a donc beau être en apparence le loser du groupe, c'est aussi le tombeur de ses dames. Princesse Yue, Suki, Ty Lee, Toph, Kaya, on pourrait se croire dans un shonen harem si on plissait les yeux. De façon moins légère, ce charmant bouffon peut aussi être perçu comme un commentaire cynique du genre humain. Il dénigre tout, il est complexé, et ne remet que très peu en cause son mode de vie ou ses croyances. Ce travers est d'autant plus jugé dans l'épisode de la bibliothèque, qui le montre contourner l'interdit posé par Wan Shi-tong, validant ainsi les craintes de ce dernier. Le contact entre humain et esprit est rare et souvent empreint d'incompréhension, de méfiance et d'hostilité. Avec des gens comme Sokka, difficile de lui donner tort. Mais cette graine plantée par les créateurs ne germera que dans la série suivante. S'il y a un aspect par lequel il se démarque de sa sœur, c'est aussi par la façon qu'il a d'idéaliser leur père absent, embrassant son héritage en tant que guerrier, pêcheur et navigateur. Ces nobles traits serviront malheureusement de ressort à des idées machistes qui ne manqueront pas de faire tiquer sa sœur. En contraste total avec son frère, Katara joue le pilier moral du groupe et en est clairement le leader. Son attitude s'apparente au comportement d'une mère de substitution, comportement diégétiquement lié à son statut d'orpheline qui a fait d'elle la figure responsable, ou d'autorité, après la mort de sa mère et le départ à la guerre de son père. Ce rôle de mère, Katara l'assumera auprès de Aang au début de la série. Mais le personnage en lui-même est un trésor de possibilités scénaristiques. Son opiniâtreté et ses principes la conduisent à rentrer en conflit avec des situations négatives et complexes qui lui permettent d'en ressortir grandi en réaffirmant sa motivation. Que cela soit face à des soldats prisonniers de guerre démotivés ou à un maître aux mœurs archaïques. Et bien que cela la conduise parfois à ne pas saisir la complexité d'une situation, elle ne va pas jusqu'à être bornée, despotique, naïve, impulsive et incapable de saisir une situation. Son attitude demeure compréhensible, compassionnelle et profondément humaine, ce qui saura parler à un public jeune, naïf, mais doté des meilleures intentions.
Et c'est cette qualité qui résonne auprès de Aang, à tel point que le gamin en pince pour elle. Pour lui, au-delà d'un professeur qui lui enseigne comment maîtriser l'eau, elle est une source d'inspiration morale. Sa droiture, au-delà d'être le trait principal du personnage, est ce qui sera mis à mal dans la saison 3. D'abord avec l'apprentissage de la maîtrise du sang, puis avec sa mise en confrontation avec le meurtrier de sa mère. Plutôt surprenant venant d'une série pour enfants de traiter du bien fondé ou non d'une vengeance légitime face à l'assassin d'un être cher. Et bien qu'elle décide finalement de l'épargner, parce que c'est contraire à ce qu'elle est, Aang, avec l'ascendant moral, étant bouddhiste, la félicite de son choix. Seulement Katara n'est pas en paix et ne le sera jamais, désapprouvant le raisonnement moral apporté par son compagnon. Le concept de justice est ainsi mis dans un brouillard de valeurs et fait écho à une réalité de la vie, celle que parfois la morale ne suffira pas et qu'il n'y aura ni solution ni consolation. La vérité est que parfois nous regrettons d'être comme nous sommes, condamnés à nous sentir impuissants et insatisfaits. I wanted to do it. I wanted to take out all my anger at him, but I couldn't. I don't know if it's because I'm too weak to do it or if it's because I'm strong enough not to. You did the right thing. Forgiveness is the first step you have to take to begin healing. But I didn't forgive him. I'll never forgive him. Good morning, Earthbending student! Toph est le maître de la Terre qui enseignera sa discipline à Aang dans la saison 2. Pensé au départ comme étant un homme de forte stature, son design sera revu pour être une fille âgée de seulement 12 ans, mais qui fait preuve d'un caractère plus trempé que les autres membres du groupe. Ironiquement, elle est la seule à avoir une famille complète, mais à l'inverse des autres, c'est elle qui fait le choix de la rejeter. Sa famille entravant son plein potentiel. Alors certes, l'histoire nous raconte une famille incapable de comprendre les besoins de son enfant, seulement ce n'est pas sans une certaine forme de mauvais goût, quand on sait que tous les membres du groupe ont perdu un parent ou une structure familiale fragile. La série ne passe donc pas trop de temps sur la possibilité d'une réconciliation. I try not to think about it, but when I left, I probably really hurt them. Et c'est même dans un sens à contre-cœur que Toph est contrainte de s'émanciper. Donc nous avons un personnage avec une famille complète mais dysfonctionnelle, ce qui entraînera des conséquences avec ses relations familiales futures, qui ne sera pas observable avant la série suivante. Mais dans le dernier maître de l'air, elle est un personnage assez plat qui ne connaîtra aucun changement de son introduction jusqu'à la fin de la série. Ni n'entraînera vraiment de changement chez les autres à part chez Aang, mais c'est dans le cadre de son apprentissage. Malgré cela, Toph est un des personnages les plus appréciés de l'univers d'Avatar et ce n'est pas pour rien. Le contraste entre sa petite stature et son tempérament bourru en font un idéal d'être décomplexé, solide et indépendant. Cette faculté à rester sur ses positions sans céder est précisément ce que Toph doit enseigner à Aang à travers la maîtrise de la Terre. La jeune fille est la force brute du groupe et dont le talent exprimé à son paroxysme lui permettent de créer une nouvelle forme de maîtrise. Il n'y a qu'un pas pour tirer la conclusion que si le personnage est autant apprécié, c'est pour sa force brute et sa faculté à redéfinir les règles par sa volonté. Sauf que contrairement à Katara, cela ne s'exprime pas par un conflit éthique, mais bien par l'action. Ses actions sont rendues plus iconiques par un style de combat qui lui est propre parmi les maîtres de la Terre, le style de la menthe religieuse du Sud, basé sur l'écoute et l'anticipation des mouvements de l'ennemi. Et je profite de la fin de ce segment pour bien évidemment dire qu'elle souffre de cécité, mais cette caractéristique est somme toute superficielle et ne définit pas le personnage. C'est même tout le sujet du conflit avec sa famille, définir Toph par sa cécité et non par sa personnalité. C'est aussi pour ça que les scènes cocasses jouant sur sa cécité passent aussi bien. Elle n'est pas complexée, assume son handicap et le compense sans gêne, devenant ainsi presque anecdotique. Cependant, vis-à-vis des créateurs, il n'est clairement pas anecdotique d'incorporer une personne souffrant d'un handicap. Peut-être a-t-il été motivé par un souci d'inclusivité, mais il faut dire que l'avoir rendu aveugle crée un bon effet de contraste pour mettre en valeur ses cassages de bouche. Et voici le dernier appelé. Alors petit aparté, je dois prévenir que Zuko, bien que démarrant comme un antagoniste, peut être aussi assimilé à un protagoniste.
dans le sens où il a sa propre histoire en parallèle de celle de Aang, avec son propre arc et lot d'obstacles à surmonter. Au centre des événements de la série, le sujet va s'étendre à toute sa famille. Zuko est le fils du seigneur du feu Ozai, qui lui sert de seule figure parentale, la mère étant absente. Il est présenté comme un enfant compatissant qui fut puni pour insubordination par son propre père lors d'un Agni Kai, combat en duel de la culture locale. Le jeune garçon ressortira de cet événement avec une partie du visage brûlé et banni de son pays, accompagné de son oncle Hiro. Alors pour tous ceux qui ne connaissaient la série que de loin, oui, Zuko fait bel et bien partie du groupe. Bien qu'il fût au départ présenté comme un antagoniste, tout le monde savait qu'il allait finir par rejoindre l'équipe et ce n'est pas sans raison. D'abord, il nous est montré comme sympathique, car c'est un rival oui, mais qui a un cœur et a tendance à mettre des bâtons dans les roues d'autres antagonistes qui, eux, sont moins scrupuleux et ont de plus gros moyens. De façon plus subtile, la narration a tendance à le traiter comme un miroir de Aang. Leurs quêtes sont souvent mises en parallèle, que ce soit la révélation de leur passé, des événements marquants pour chacun, leur entraînement ou leur prise de décision finale. Et cela tourne autour du concept de destin, introduit lui de manière un peu moins subtile. Le jeune enflammé a tendance à crier honneur et destin à tort et à travers, mais c'est une notion importante à mettre en perspective. Là où Aang doit se résoudre à accomplir son rôle d'avatar afin d'empêcher le Seigneur du Feu d'obtenir l'hégémonie sur les 4 nations, Zuko, en revanche, cherche à réaliser à tout prix son destin qu'il se figure être de retrouver son honneur, retourner à son père, retrouvant de par le fait son droit de succession au trône. I know my own destiny, Uncle. Is it your own destiny? Or is it a destiny someone else has tried to force on you? Cette motivation ayant vu le jour avec la marque de grand brûlé à l'allure reptilienne laissée par son père, brisant ainsi son innocence et pervertissant sa notion de bien et de mal. C'est en ayant sa boussole morale totalement de travers que Zuko fait preuve d'une attitude irascible et bipolaire. Cette nature double est visible non seulement par sa cicatrice, mais aussi par le masque de l'esprit bleu qu'il devra délaisser afin de reprendre le contrôle de sa vie, quitte à chuter avant de pouvoir se relever. Ces notions de bien et de mal tiraillant Zuko sont incarnées par les relations familiales qu'il entretient avec d'un côté son oncle et de l'autre sa sœur. D'ailleurs, en parlant de ces deux-là, il va me falloir étoffer un peu car ce sont deux des meilleurs personnages de la franchise. Commençons par l'oncle parce que c'est sans doute le meilleur personnage de la série et peu de personnes, même sur tout l'internet, me soutiendront le contraire. There's nothing wrong with a life of peace and prosperity. I suggest you think about what it is that you want from your life. Bien que les créateurs avaient l'intention de le présenter au départ comme un personnage dur mais juste, il s'est développé comme un vieil homme bienveillant, drôle et sage. Ce qui est pour le mieux à mon avis car, non content de créer un effet de rupture en étant le premier personnage introduit originaire du pays du feu qui ne soit pas une raclure, il est présenté comme étant plein de compassion pour son neveu qu'il tente à tout prix d'attirer sur le bon chemin. Un personnage qui fait office également de force tranquille que tout le monde prend pour un bouffon, mais qui s'avère redoutable. Son influence sur Zuko se veut spirituelle, luttant contre le rattachement au devoir filial propre au confucianisme du jeune homme, qui reste une composante importante de l'attachement de Zuko à son père, Hiro tendant plus vers le taoïsme avec un zeste d'épicurisme à l'occidental. Et si vous trouvez qu'il manque une composante touchante au personnage, rappelons que l'attachement de Hiro pour son neveu trouve aussi son fondement dans la perte de son fils au cours du siège de Ba Sing Se il y a de cela plusieurs années. Marqué par la culpabilité, il abandonna à l'époque son poste. Cet événement permet d'apporter une belle épanadiplose narrative quand il viendra reconquérir cette même ville pour la libérer du joug de la Nation du Feu. Cette épanadiplose permet aussi de présenter un personnage faillible fragilisé par la peine et le deuil de son enfant. Happy birthday, my son. If only I could have helped you. Leaves from the vine, falling so slow, like fragile tiny shells drifting in the foam. Little soldier boy, come marching home. Brave soldier boy comes marching home.
Maintenant, il nous faut parler de la mauvaise conscience. À chaque yang, il y a son yin. Azula, la sœur de Zuko. Favorite dans la succession du paternel pour la simple et bonne raison qu'elle est plus douée que son frère et ce depuis toute jeune. Son caractère sociopathe depuis son plus jeune âge semble être un trait emprunté à son géniteur. Et en grandissant, elle développera une attitude calme et posée en contraste total avec le caractère fougueux et erratique de son frère. Mais avant d'en dire plus, recontextualisons. Alors que Zuko à la fin de la saison 1 commençait à devenir aussi intimidant et dangereux que la Team Rocket, le début de la saison 2 s'ouvre sur Azula rejoignant le jeu du chat et de la souris. Sauf que elle, accompagnée de ses deux amis et acolytes Ty Lee et Mei, va faire de la vie de nos héros un enfer à chaque rencontre. C'est bien simple, ne leur laissant aucun répit, Azula est une telle force de la nature qu'il faut l'effort combiné de Aang, Toph, Zuko, Katara et Hiro pour l'acculer et même malgré ça elle trouve un moyen de s'enfuir. Son niveau est tel qu'il se traduit à l'image par un trait unique qu'on ne retrouve chez aucun autre maître du feu, des flammes bleues que l'on suppose plus dangereuses et brûlantes. Ainsi que l'introduction de la foudre, l'arme ultime des maîtres du feu qui peut terminer un combat en une fraction de seconde. Si vous pensiez qu'elle ne se limite qu'à ses aptitudes, non. Même une fois dépourvue de pouvoir, elle sait s'entourer de manière à être intouchable, et même restreinte, elle manipule nos héros comme un Light Yagami au féminin. Son intelligence et ses capacités lui permettent de conquérir la capitale du royaume de la Terre en 2 coups de cuillère à peau dans les derniers épisodes de la saison 2. Le tout toujours simplement appuyé par une contorsionniste et une blasée de la vie. Après elle, le grand méchant a peu de chance d'impressionner tellement elle a mis la barre haut. Ce triangle Ty Lee, Mei, Azula a aussi le mérite de proposer des personnages qui ne sont pas forcément des maîtres d'éléments mais qui savent parfaitement se battre et sont très bien exploités. Bien que ces deux acolytes ont un impact limité sur l'histoire, elles constituent le ciment social d'Azula, qui reste dépendante d'une forme de contact. Sauf que elle l'établit de façon toxique par l'intimidation et le chantage, ne pouvant conduire qu'à une seule conclusion. It's terrible when you can't trust the people who are closest to you. Cette phrase présage du destin tragique auquel elle va devoir faire face. Car oui, Azula est un personnage tragique, dans le sens où elle creuse sa propre tombe sans en avoir conscience, et c'est en cela également qu'elle forme un miroir si efficace de son frère. Là où Zuko a dû se remettre en question pour décider de ce qui était le mieux pour lui et être à l'écoute des autres par compassion pour gagner leur confiance, Azula ne remet rien du tout en question et parle de ses amis comme des possessions. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour autant, après tout l'épisode de la plage nous la montre capable d'émotions, ennuyée, amusée, maladroite, faisant même preuve de sympathie pour ses amis. Son comportement vis-à-vis de son frère est même plutôt ambigu. Si on peut estimer qu'elle ne se contente que de le manipuler à des fins personnelles, il en demeure que de prime abord, rien ne l'obligeait à encourager Zuko à la rejoindre à la fin de la saison 2. Et quand Zuko énumère les raisons qui font qu'il devrait être heureux parce qu'il a réussi à capter l'attention et l'estime de son père, Azula laisse échapper un sourire. Sourit-elle parce qu'elle est fière de sa manipulation? Parce qu'elle est contente pour son frère? Parce qu'elle a pu apporter à son frère l'estime de son père alors qu'elle n'a pas eu celle de sa mère? My own mother thought I was a monster. She was right, of course, but it still hurt. Cela reste ouvert à interprétation, mais une fois que son frère la quitte ayant trouvé sa voie et étant en paix avec lui-même, une fois que Ty Lee et Mei la trahissent, Azula se retrouve seule face à elle-même et finit par perdre pied, son ego ne reposant que sur du vent. Maintenant incapable de gérer l'idée que sa mère l'a aimée et dédaignée à la fois. Devenue colérique, irascible, hystérique, comme son frère l'a été durant les 3/4 de la série. Sans personne à ses côtés, être un monstre n'est pas quelque chose qu'elle peut accepter de voir en face. Tout comme elle en veut à sa mère de ne pas avoir vu autre chose en elle qui valait le coup d'être sauvée. C'est en cela que lors du final de la saison 3 d'Avatar, il ne pouvait en être autrement. Un combat fratricide pour la succession au trône. Zuko, en paix avec lui-même et sûr de ses capacités, affronte sa sœur à la dérive. For so long I thought that if my dad accepted me, I'd be happy. I'm back home now. My dad talks to me. He even thinks I'm a hero. Everything should be perfect, right? I should be happy now. But I'm not. I'm angrier than ever and I don't know why. It's a simple question you need to answer then. Who are you angry at? I'm angry at myself! You are free to choose. But I've come to an even more important decision. I want to join the Avatar. I truly do the truth. All I want now is to play my part in ending this war. You're hilarious. Let's settle this. You and
showdown that was always meant to be. Agni Kai! You're on. I'm sorry it has to end this way, brother. No, you're not. C'est en sauvant Katara que Zuko conclut son arc. Lui qui était centré sur ses propres sentiments tout le long de la série, fait l'ultime geste de sacrifice pour quelqu'un d'autre. Et ce sera Katara, le pendant thématique inversé d'Azula, de rendre cette dernière impuissante. Sans famille, sans amis, seule.